Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Kenya et des manifestations. Le président William Ruto limoge la quasi-totalité du gouvernement. Cela intervient 2 semaines après les violentes manifestations au Kenya, plutôt manifestations qui ont été suscitées par ce projet de loi des finances qui finalement a été abandonné par le président kenyan qui a suscité des manifestations, plus d'une trentaine de morts. Le président a finalement, en conséquence de tout ce qui s'est passé, des troubles, des morts, des blessés, il a décidé de limoger tout ou quasiment tout le gouvernement, à l'exception du Premier ministre. Tous les députés et tous les ministres sont remerciés, à l'exception du Premier ministre. Et ceci est une conséquence directe de ces manifestations qui ont failli faire vaciller le pouvoir de William Ruto au Kenya. Constant Lémon. Oui, effectivement, au Kenya, nous avons été témoins par les médias interposés des manifestations violentes qui ont abouti à la pénétration de ces violences à l'Assemblée nationale et tout ce qui s'en est suivi. Alors, réaction, le président a effectivement mis dehors pratiquement tous les membres du gouvernement, à l'exception faite du ministre des Affaires étrangères et le vice-président. Qui est le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères qui est en même temps le Premier ministre. Le Premier ministre. Donc, c'est lui seul qui est resté. Qu'il reste. Et il a annoncé la composition très prochaine. Il limogeait aussi le procureur général. Il faut l'ajouter. Bon, même s'il ne fait pas partie du gouvernement. Ses plus proches collaborateurs, il a balayé pratiquement tout le monde. Et pour répondre aux réclamations des manifestants et donc de l'ensemble de la population. C'est que le Kenya et le président Ruto n'ont pas tiré la leçon de l'origine de la crise soudanaise. En réalité, les dirigeants ou les présidents devraient être très attentifs aux besoins primaires des populations. L'augmentation ou du moins c'est le budget qui augmentait les taxes sur les produits basiques et ce projet de budget qui a déclenché les manifestations pouvait être évité parce que les Kenyans vivaient déjà difficilement. Et dire qu'on va augmenter le prix du pain et les autres éléments basiques par l'augmentation des taxes, c'était évident que ça devrait susciter des manifestations. Sauf que le président voulait aussi relancer l'économie du pays. Bien sûr, bien sûr. Et éviter l'endettement excessif du pays. En réalité, ce changement, ce retrait du budget, du budget et qui fait problème, ce changement, ce projet de changement de gouvernement, la nomination de nouveaux membres ne résout pas le problème de l'économie kenyane. Non. Ces taxes prendront d'autres formes. Si par exemple le Kenya décide d'engager ou bien de lancer des emprunts, qui va payer? C'est toujours le contribuable. C'est toujours le contribuable. Et pourtant c'est ce qu'il voulait éviter. En réalité, il voulait l'éviter, mais cette taxe était très difficile à supporter par le citoyen lambda kenyan parce que l'augmentation des prix, l'augmentation exagérée des prix de première nécessité ne permettrait même pas aux Kenyans de survivre et avoir la possibilité de vivre les effets ultérieurs de cette croissance économique. Il faut quand même assurer un minimum pour calmer, pour s'assurer que les citoyens vont travailler pour faire grandir le pays. Après tout, le développement de l'économie, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour autre chose que ces populations qui vivent mal et qui ne demandent pas mieux que d'avoir l'assurance d'avoir le pain quotidien, le minimum vital. C'est cela. Les pays qui ont connu ces augmentations brutales des prix des denrées de première nécessité, des produits de première nécessité, ça basculait toujours dans des crises. La crise soudanaise est partie de là. Et la chute de El Béchir est partie de l'augmentation du prix du pain. Oui. Justement. C'est pourquoi, j'ai trouvé que Ruto ne s'est pas inspiré de l'expérience des autres pays, les situations qui ont envenimé ou enflammé l'atmosphère politique et socio-économique de ces pays n'a pas suffisamment tiré de leçons. Mais ce qui est sûr,
les membres du gouvernement, qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique du président Ruto, eh bien, ils constituent les fusibles. Ce sont les fusibles en cas de crise. C'est eux qu'il faut sauter rapidement, les remplacer et prendre de nouvelles mesures. Et les prochaines mesures, parmi les plus importantes, c'est la réduction du train de vie de l'État. Oui. C'est la réduction du train de vie de l'État, parce que là, effectivement, quand on laisse les ministres, on donne trop d'avantages aux ministres et autres hauts fonctionnaires de l'État et aux parlementaires, par exemple. C'est le contribuable, c'est le citoyen lambda qui supporte tout cela, et ce n'est pas évident que les effets aient un effet direct, les conséquences aient un effet direct si ce ne sont pas des effets négatifs sur le panier de la ménagère. Parce que c'est là qu'on vérifie l'impact des politiques. Si les citoyens ne vivent pas mieux, alors il faut rapidement revoir les mesures économiques prises. Alors, Gabin Adjao, le président kenyan a décidé de limoger l'ensemble de son gouvernement, à l'exception du Premier ministre et du vice-président. Au-delà du gouvernement, le procureur général également a été limogé. Oui, le procureur général, je ne sais pas pourquoi on l'a limogé aussi. Parce que la justice est revenue dans cette affaire. Oui, il y a eu des arrestations. Oui, il n'a eu qu'à faire son travail et bon, il a appliqué juste la loi. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais il faut reconnaître que les manifestations qui ont commencé juste pour réclamer la diminution des taxes, à un moment donné, ça a viré à un moment où les manifestants demandaient à ce que William Ruto quitte le pouvoir. Donc aujourd'hui, pour se sauver la face et sauver son siège présidentiel, il est obligé de jeter quand même ses collaborateurs en pâture. C'est ce qu'il a fait. Il est obligé de faire cela pour sauver la tête de son pouvoir et revoir réellement son calendrier. Bon, vous savez, on dit souvent que les contrats politiques ne sont pas obligatoires, mais à un moment donné, quand tu fais des promesses à un peuple, quand tu viens au pouvoir et qu'arrivé un moment, tu veux encore réduire ce peuple-là pratiquement à l'esclavage ou bien beaucoup plus à la pauvreté, les gens se révoltent. Et c'est ce qui est arrivé à William Ruto. Les gens ont mis beaucoup de confiance en lui. Les gens ont pensé que bon, quand il va venir, la situation, ça va beaucoup plus s'améliorer. Mais bizarrement, quand il est venu, la situation socio-économique a beaucoup plus empiré. Parce que quoi? Le prédécesseur de William Ruto, lui aussi sa responsabilité dedans. Il n'a pas laissé un pays qui doit être véritablement à un certain niveau où la situation socio-économique est beaucoup plus reluisante et tout. Il n'a pas laissé une caisse assez remplie de l'État avant de partir, ce qui fait que William Ruto se retrouvait dans une situation assez compliquée où il est obligé de prendre certaines décisions impopulaires. Donc la décision qu'il a eu à prendre et tout, aujourd'hui il se retrouve face à un peuple assez révolté où il est obligé aujourd'hui de trouver des solutions, je ne sais pas si ça va durer ou pas, ou ça va prendre assez de temps, parce que là c'est une situation assez difficile où il ne peut pas augmenter non plus les taxes, parce que lui-même il a déjà donné son aval pour la diminution de ces taxes-là, réviser la loi de finances et tout, et il est dans cette logique-là aujourd'hui, alors que l'État n'a pas de moyens. Comment il va faire pour s'en sortir? C'est là la grande question. Soit, le doyen vient de le dire, il va faire un emprunt obligataire auprès des institutions de Bretton Woods, et c'est la population qui va encore beaucoup plus subir. Ce qu'il voulait éviter, puisqu'il a expliqué, voilà. C'est ce qu'il voulait éviter. Voilà, ce qu'il voulait éviter. Et aujourd'hui, il se retrouve, par rapport à son programme, à diminuer même le nombre des ministres de son gouvernement et à élargir la base. Carrément les charges de la charge de l'État. Sincèrement, ça va être très difficile pour lui. Ce n'est pas lui le premier responsable, mais vous savez, le peuple, la masse ne réfléchit pas beaucoup trop. C'est celui qui a la tête qu'on voit. Et Uhuru Kenyatta, c'était lui l'ancien président, n'a pas véritablement laissé un pays gouvernable à ce monsieur-là. Le monsieur est venu retrouver un pays totalement... il était son vice-président. Il est aussi comptable d'une certaine manière. Mais la tête, c'était Uhuru Kenyatta quand même. La tête, c'était Uhuru Kenyatta. Donc aujourd'hui, lui, il est venu retrouver un pays qui n'est pas sincèrement socialement et économiquement stable. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de repenser le système pratiquement. Il faut y réfléchir et surtout la communication. Communiquer à la population, dire réellement ce qui se passe pour que la population en prenne connaissance. C'est aussi ça le problème de nos gouvernements en Afrique. On ne dit pas les choses, on se prend pour un père de famille qui n'a
pas à communiquer avec sa famille. On est là. Les pères de famille, ça communique. Ben, la plupart du temps, les pères de famille en Afrique ne communiquent pas. Hein. Ils vivent ses problèmes tout seuls et ils les résolvent tout seuls. Puisqu'il sait que bon, même s'il en parle, il n'y aura pas de solution qui va venir. Donc, c'est la situation que vit actuellement William Ruto. Je pense qu'il faut communiquer beaucoup plus à la population, dire réellement la situation dans laquelle est le pays pour que la population en prenne connaissance, pour qu'ils sachent réellement que voilà, pendant une certaine période, on va souffrir, mais à un moment, on va pouvoir sortir. Parce que là, s'il engage des prêts, c'est la population qui va toujours subir le poids après. C'est la population qui va toujours payer. Donc, la meilleure façon, c'est d'essayer quand même de revoir sa communication. Et surtout, ce qui a beaucoup plus fait que les populations sont devenues beaucoup plus violentes, c'est que la violence des forces de l'ordre lors de ces manifestations-là, tu as eu à suivre certainement les vidéos, c'est déplorable. On ne peut pas exercer de telles violences sur des populations qui sont en train de réclamer quelque chose. Et c'est pourquoi il est obligé de jeter à la vindicte populaire ces ministres-là pour dire que bon, voilà, ce sont eux les responsables. Est-ce ça la solution? C'est-à-dire limoger le gouvernement, renvoyer pratiquement tout le monde sauf le Premier ministre qui est en même temps le ministre des Affaires étrangères? Oui, il veut redynamiser le gouvernement, donner une nouvelle direction au gouvernement. Sauf que celui-là qui préside même à la destinée du gouvernement est là. Oui. Le Premier ministre est toujours là. Alors je me demande pourquoi il n'a pas sauté le Premier ministre. Ça devait commencer par là. Et le Premier ministre lui-même devait premièrement démissionner pour permettre à ce qu'on redonne un nouveau souffle quand même à ce pays-là, ou bien qu'on revoie de nouvelles têtes. Les nouvelles têtes qui vont venir, ça va donner une certaine vision à la population et la population va pouvoir comprendre que voilà, on est en train de changer certaines choses, même si ça n'aboutit pas à quelque chose aujourd'hui, demain ça va aboutir et que surtout la communication ça change. Mais le fait de garder le Premier ministre, c'est aussi une mauvaise communication pour moi. Constant Lemou, limoger tout le monde du gouvernement à l'exception du Premier ministre, est-ce là la solution pour calmer les ardeurs des Kenyans? C'est la solution pour le moment. C'est la solution pour le moment parce qu'il ne s'agit pas d'une simple contestation politique, mais c'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire qui nécessite des mesures fortes. Sauf que les Kenyans ne doivent pas se tromper que le changement de gouvernement va tout de suite régler le problème ou bien le retrait du projet de budget augmentant les taxes va résoudre le problème de façon durable. C'est vrai, les populations, lorsque changement de régime ou du moins changement de président, on attend à mieux vivre. Oui. Si l'ancienne gouvernance a fait croire que ce que nous avons, c'est le minimum, et le nouveau, avec les promesses qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, vient réduire notre revenu, revenu minimum. Oui. Si ça fait perdre la capacité, le pouvoir d'achat, eh bien, ça pose problème. Alors, comme Adiaro l'a dit, il fallait communiquer suffisamment avec la population, faire voir la réalité. Vous comparez la réaction de la population kenyane par rapport à la population des pays de l'AES. C'est contradictoire. Oui. Les pays de l'AES ont une population qui souffre plus que la population kenyane. Mais il y a une adhésion populaire de la population de l'AES autour de leur président parce que le problème est clairement posé. Voilà, nous sommes obligés de faire des sacrifices si nous voulons nous en sortir. Voilà. Cette communication n'a pas eu lieu au Kenya. Les Kenyans ont réagi parce qu'ils pensaient que l'arrivée de Ruto devrait améliorer leur vie, sauf qu'ils ne savaient pas qu'en réalité, leur niveau de vie était un faux. Ils devraient vivre moins que ça, mais on leur a fait croire que c'était vraiment le niveau où ils devraient être et ils devraient respirer mieux. C'est là le problème s'est posé et là, je suis sûr que ces réactions, ces manifestations reprendront dans 1 an ou 2 ans parce que quand les emprunts obligataires seront faits au lieu d'augmenter les taxes, eh bien, il faudra rembourser
En quoi faisant? Et le coût de la vie va augmenter. En reconduisant cette taxe-là d'une manière ou d'une autre. Et ce sera encore plus dur parce qu'il faut rembourser avec des intérêts. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause. On revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.